come true. My dreams come true. Bonjour à tous. Je pense que tout le monde est là à peu près. Vous avez été 1200 à vous inscrire à ce webinaire, donc on est très content de vous accueillir ici chez nous et on va essayer de vous faire passer une heure avec nous la plus riche possible. Alors nous, c'est qui ? Eh bien c'est d'abord Fanny Potier. Bonjour Fanny. Bonjour Sylvia, je suis ravie d'être là. Et ben moi aussi, je suis ravie de te recevoir. Donc Fanny, directrice au bureau du Boston Consulting Group à Paris. Et Fanny, je suis particulièrement ravie que tu sois à nouveau avec nous parce que figurez-vous que pour ceux qui étaient là au précédent webinaire, Fanny a attrapé le Covid entre-temps. Et donc voilà, tout s'est bien passé. Tu t'en es remise. Tu t'en es remise. Nous avons et eu la voilà. version light. On est contente de t'avoir, vraiment très contente. Alors tu vas nous présenter dans quelques instants le deuxième volet d'une vaste étude que nous avons menée ensemble depuis 6 ans et qui sert de base à nos réflexions sur les talents. Et nous, eh bien, c'est aussi, comme vous le voyez sur l'écran, Figaro Recruteur et Cadre Emploi. C'est ici, dans notre studio, que nous organisons régulièrement des webinaires, des interviews d'acteurs du secteur afin que vous puissiez les rencontrer, voir ce qu'ils ont dans le ventre et leur poser toutes vos questions. Et tous ces contenus, d'ailleurs, je tiens à le signaler aussi, petit clin d'œil aux étudiants qui sont connectés aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur nos sites Cadre Emploi et Figaro Recruteur. Vous allez voir, c'est plein de belles pépites et plein surtout de beaux acteurs que vous pouvez découvrir plus en détail. Alors on compte sur vous aussi, de l'autre côté de l'écran, pour poser vos questions, manifester votre intérêt, parce que l'intérêt d'un webinaire justement c'est l'échange. On va faire un test, si vous le voulez bien. Il y a un petit chat qui est prévu à cet effet. Vous allez nous dire en une phrase dans quelle pièce vous êtes installé. Dans quelle position si vous voulez. Est-ce que vous êtes dans un open space? Alors Thomas Pesquet, tu peux nous donner ta position si tu veux, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc nous allons aujourd'hui, et je prendrai justement les petites remarques au fur et à mesure. Vous pouvez poser les questions au fur et à mesure. Nous allons parler d'organisation du travail, des lieux, des temps et des modes de travail qui sont impactés comme jamais par la pandémie, à cause de la pandémie. Les attentes des talents, on les connaît en fait grâce à notre étude Boston Consulting Group Cadre Emploi. Les candidats ils s'adaptent, ils expriment des nouvelles attentes ou même des attentes qui ne sont pas forcément nouvelles, mais bon, ça a pris plus d'ampleur sur, moi je dirais, la place du travail dans la vie, ce qui est quand même pas rien, et sur leurs préférences d'entreprise, et c'est ça qui va être intéressant aussi d'avoir. On nous parle de travail hybride, on nous parle de remote, on nous parle de mobilité virtuelle, j'aime beaucoup celui-là. C'est le deuxième volet de notre étude que Fanny, tu vas nous présenter dans quelques instants. Et puis alors, les réponses des entreprises, et c'est ça l'intérêt de ce webinaire, eh bien, nous allons les avoir grâce à nos invités. Il faut que je pense à passer les slides. Alors, on a déjà des réponses. Nous sommes alors, dans le salon, dans la cuisine, au bureau. Alors, beaucoup sont en télétravail, quand même, ce qui est quand même logique. 4 invités. 4 invités qui auraient pu être en plateau. Comment vous dire? On aurait tellement aimé. Bonjour à tous les 4 d'abord. On va entendre votre voix. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour. Bonjour. Magnifique. Bonjour. Alors, vous avez tous le sourire, ça fait vraiment plaisir. Je vais faire l'appel. Alors, Emmanuel Germani. Présente. Alors Emmanuel, vous êtes DRH et DSI de Caporal, donc directrice des ressources humaines et directrice des systèmes d'information de Caporal. C'est une PME marseillaise pour ceux qui ne connaissent pas, du secteur du jeanswear. Il y a 120 personnes au siège et 600 au total, c'est ça Emmanuel? Au global, absolument, oui, tout à fait, pour un peu plus d'une centaine de magasins sur l'ensemble du territoire. Très bien. Emmanuel, où êtes-vous là en ce moment? Alors, comme je suis en congé, je suis à domicile, mais j'aurais tout à fait pu être en télétravail. Donc un spécial grand merci de vous être connecté pour nous, parce que voilà, Emmanuel est en vacances. Alors Emmanuel, c'est une des rares DRH en France qui cumule les sujets ressources humaines et systèmes d'information au même poste. Et même, elle a une triple casquette parce qu'elle a aussi la RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, pour préciser. Donc les sujets RSE, c'est chez elle aussi. Donc depuis 7 ans, en fait, elle pilote la transformation digitale de cette PME et elle essaye aussi de la rendre un peu plus éco-responsable. Donc ça, c'est super intéressant parce que
En plus de ça, elle a pris les rênes de l'association des DRH de Provence, donc l'ANDRH. Donc, Emmanuel, vous êtes riche de plein de vécus de vos homologues. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Et aussi, si je vous ai demandé d'être là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes au taquet sur tous ces sujets d'organisation. Pour vous, il y a effectivement un après et vous estimez que les DRH doivent être force de proposition. Clairement, vous me disiez, ils doivent conscientiser les choses. Attention, et on y reviendra tout à l'heure. Et ça, c'est super, super important. Frédéric, êtes-vous là? Oui, je suis là. Ah, ça y est, absolument. je vous entends. Voilà. Donc, vous êtes, bonjour, bienvenue aussi. Vous êtes directeur des ressources humaines et de la vie institutionnelle de la MGEN, donc la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, qui accompagne les enseignants dans toutes les dimensions de la vie, pas seulement sur le côté assurance mutuelle. Alors, vous en êtes à votre combienième visio aujourd'hui, Frédéric? Alors, c'est ma 5e visio aujourd'hui. Pas mal. Et pourtant, je suis au travail, je suis sur site. Vous êtes sur site là? Ah oui, je crois. Absolument. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas attendu la pandémie pour réfléchir aux nouvelles attentes en fait en matière d'organisation du travail. D'ici 2022, mesdames et messieurs, écoutez bien, 1000 collaborateurs vont déménager dans un nouvel immeuble qui se situera dans le 15e arrondissement. Et vous l'avez pensé, et vraiment beaucoup réfléchi avec votre directeur des systèmes d'information, justement. Et c'est un projet que vous avez complètement mené en commun, évidemment, avec d'autres équipes. 90% de vos salariés, ils veulent continuer à travailler en télétravail, en grande partie. Eh bien, dont acte, dites-vous, et vous comptez bien leur offrir à ces salariés des prestations individualisées. C'est ça qui va nous intéresser tout à l'heure. Brigitte de Belfond, je finis le tour de table avec Brigitte et Yann. Brigitte de Belfond, vous êtes là? Oui, je suis là, bien sûr. Alors, moi, je vous êtes vous entends responsable très des bien. rémunérations et des avantages sociaux chez Sodexo. Alors vous, c'est quand même particulier, vous avez pris votre poste en plein confinement. Alors, est-ce que vous avez passé vos entretiens d'embauche à distance, Brigitte? Alors, une partie, oui, absolument. Ouais. Une partie à distance, mais on a réussi quand même pour les entretiens clés, finaux, Ouais. à se voir en face à face, avec les distances. C'est quand même particulier, vous avez pris votre poste en plein confinement. Alors, est-ce que vous avez passé vos entretiens d'embauche à distance, Brigitte? Alors, une partie, oui, absolument. Ouais. Une partie à distance, mais on a réussi quand même pour les entretiens clés, finaux, Ouais. à se voir en face à face, avec les distances, avec les précautions d'usage, évidemment. Mais D'accord. c'est vrai que c'était important de se rencontrer, de se sentir un peu. Et depuis votre embauche, donc il y a 6 mois, est-ce que vous êtes retourné au bureau? Enfin, est-ce que vous êtes allé au bureau, Alors, même plus exactement? Oui, absolument. Je vais au bureau régulièrement, à peu près une fois par semaine. J'essaie d'y passer pour pouvoir rencontrer quelques personnes en face à face, en présentiel. Oui. Le reste du temps, je suis en télétravail. D'accord, tout aussi efficace. Vous êtes responsable de la définition et de la mise en œuvre des politiques de rémunération, des avantages sociaux, donc on parle de dispositifs de retraite, de bien-être au travail, de dispositifs de santé, et vous êtes aussi responsable de la mobilité internationale de l'entreprise. Et vous allez nous dire justement si Sodexo compte adapter ses packages en fonction des nouvelles attentes que Fanny va nous décrire dans l'étude. Et last but not least, Yann Lapéronie. Bonjour. Vous êtes là? Bonjour, je suis là. Oui, super. Alors, je reconnais votre décor. Donc, puisque vous êtes un habitué de ces webinaires, Yann, vous êtes DRH de la coopérative NatUp. Tout à fait. Oui, je vous entends bien, ça va. Et alors, NatUp, vous êtes connecté chez vous, c'est bien ça? Je suis dans le bureau de ma compagne, effectivement. Ouais, c'est J'étais ça, au vous êtes- bureau ce matin, et puis pour des raisons techniques, je suis à la maison cet après-midi. Voilà, donc c'est là. Parce que On va la parler de maison, flexibilité, je crois. ouais, exactement, nous allons parler de flexibilité. Yann, juste je précise, votre coopérative, elle travaille pour des agriculteurs. On est super content d'avoir une entreprise qui est dans le dur aussi. 1700 salariés, 1 milliard de chiffre d'affaires. Pardon, je le précise parce que ça fait toujours bizarre de voir qu'il y a des coopératives qui sont aussi importantes. Mais voilà. Et vous travaillez beaucoup sur l'après, notamment avec vos managers. Et quand je vous ai contacté pour participer à ce webinaire, vous m'avez dit j'ai pas beaucoup de réponses. Par contre, vous avez beaucoup de questions et même ça, c'est intéressant. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais les DRH vont devoir s'équiper pour accompagner les managers et je crois que vous êtes déjà très avancé dans cette réflexion, donc ça nous intéresse.
Alors, avant de vous faire réagir à tous les quatre, Fanny, on y va. Un petit rappel sur la méthodologie de l'étude. Oui, alors donc une étude qu'on conduit depuis 6 ans environ tous les 2 ans avec 2 ou 3 volets selon les années. On est ravis de conduire cette étude avec The Network qui est en France Cadre Emploi. Et nous aussi. Dans le monde, 200 000 participants, donc c'est une étude qui est extrêmement robuste dans 190 pays. En France, on est à un peu plus de 5000 participants, avec un focus plutôt sur, c'est pour ça que d'ailleurs on parle de talent, sur des bacs plus et quelques. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire alors sur les principaux résultats? Enfin, je te lance, mais je sais que de toute façon tu vas dérouler. Mais d'abord sur le lieu de travail, où est-ce qu'ils veulent travailler maintenant les talents? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, si j'ai 2 phrases de synthèse de l'étude, en fait, les talents veulent de la flexibilité. Hein, je crois. C'est Yann qui en parlait à l'instant. Frédéric en a parlé à un instant. Et puis le télétravail, l'essayer, c'est l'adopter. Bon, cela dit, donc le premier aspect de la flexibilité, c'est où est-ce que je vais travailler. Donc 78% des talents français plébiscitent un modèle où ils veulent une part de temps au bureau et une part de temps à la maison. Avec même 63% de ces participants en France qui vont nous dire qu'ils veulent 2 jours et moins à la maison. Donc hormis le week-end, on ne passe pas la barre de plus de temps à la maison qu'au bureau. Voilà. Donc on sent quand même que la pandémie, on a testé le télétravail, il y en a certains qui en sont un tout petit peu revenus. 63%, oui, ils aiment bien, mais pas totalement. Hein. On a besoin de se voir en fait. Ouais. Je pense que, et on voit d'ailleurs sortir de plus en plus d'études qui viennent compléter celle-là en particulier, mais on a besoin de se retrouver, on a besoin de travailler ensemble et de collaborer ensemble. La collaboration à distance, c'est plus compliqué. Voilà. Par rapport à l'international, quand même, on est placé comment? Alors, par rapport à l'international, c'est vrai que bon, on a quand même 14 points d'écart en termes de préférence sur l'hybridité, et l'international a des préférences qui sont plus décalées en termes de proportion temps à la maison versus temps de bureau, donc plus de temps à la maison en moyenne à l'international, puisque vous avez simplement 41% des participants à l'international qui nous disent ne pas vouloir passer la barre des 2 jours par semaine à la maison versus le bureau. Donc, voilà. Donc, on a des préférences culturelles qui sont assez différentes en fait selon les pays. Deuxième enseignement de l'étude. Alors, la flexibilité, c'est où et c'est quand. Quand, voilà. Donc, 80% voilà, des participants en France nous disent qu'ils voudraient, enfin qu'ils veulent plus en fait un modèle de, alors ça dépend des pays, hein, mais de 9h, 5h, 8h, vous faites la translation. Donc on a besoin d'avoir des plages flexibles en fait dans sa journée de travail. On veut de la flexibilité dans sa journée de travail. Et c'est normal, ça va avec le fait de vouloir être partiellement à la maison, partiellement au bureau. Quand on est à la maison, en fait, on veut pouvoir s'organiser un petit peu différemment. Donc si j'ai envie de faire du sport le matin, je n'ai pas envie d'avoir nécessairement la contrainte de commencer à bosser pile poil à 8h30, etc. Voilà. Ouais, tu nous révèles que le jogging, c'est ta nouvelle passion. Par exemple. Ou déjeuner avec ses enfants, ou dîner avec son conjoint. Enfin bref, je vous fais toute la liste les horaires fixes, vive les plages horaires. Hein, voilà, exactement. Je veux bien avoir des plages horaires de travail, mais je veux plus des horaires fixes. Exactement. Ok. Exactement. Troisième enseignement de l'étude, Fanny. Alors, c'est un des aspects importants de l'étude, c'est effectivement, on demande aux talents quelles sont leurs préférences et qu'est-ce qui les attire, en fait, finalement, dans les entreprises. Le top 5 en France ne change pas fondamentalement entre 2018 et 2020. Ce qui est intéressant, c'est que l'intérêt du poste est passé en numéro 1 et que l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est passé en numéro 5 dans ses préférences. Donc, si je reviens sur l'intérêt du poste, c'est vrai que dans un contexte où on a été beaucoup en télétravail, avoir un job qui a du contenu, qui est intéressant, ça devient un facteur quand même très important dans les choix qu'on va faire de sa prochaine entreprise, hein, parce que là, on est dans les facteurs d'attractivité. Ce qui est intéressant aussi dans l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'est qu'on peut se dire que quelque part, le télétravail est quand même un paramètre qui vient améliorer ça. Alors, à contrario, il y a aussi d'autres facteurs qui nous disent dans l'étude, et on ne va pas nécessairement
s'y arrêter là, mais que le fait de télétravailler, on travaille beaucoup plus, on a un agenda qui ressemble à un millefeuille, c'est-à-dire qu'en fait, on a des zooms et des zooms et des zooms. Tu demandais à Frédéric combienième zoom il en était dans sa journée, il en est au 5e. Voilà, donc on empile. On encapsule les zooms les uns derrière les autres, beaucoup plus que la pratique de réunion qu'on aurait si on était ensemble au bureau. Moi, j'aime bien quand même les 2 premiers. Là, en 2020, ce qui compte quand même dans le choix d'une entreprise, bon, ça évidemment on ne pourra jamais le savoir avant d'être dans l'entreprise, c'est bon rapport avec ses collègues et bon rapport avec son supérieur. C'est quand même le bon rapport avec les collègues, ça fait longtemps qu'il n'a pas été en première place. Oui, jamais d'ailleurs. Alors ça c'est au niveau global, mais au niveau de la France, alors c'est vrai qu'au niveau global, on est bon rapport avec ses collègues, bon rapport avec son supérieur. En France, c'est numéro 2 et 3, mais c'est très important en fait. Et c'est important particulièrement dans la période parce que les bons rapports avec son supérieur et avec ses collègues dans un environnement hybride ou alors avec beaucoup de télétravail, c'est pas du tout la même chose. Hein, donc on n'entre pas en relation de la même manière. Ok. Je prends une question de... Oui, alors j'ai oublié de vous préciser que, bien entendu, quand vous envoyez vos questions, je les prends, en fait, au fur et à mesure. Sauf si, vraiment, ça n'a pas de rapport direct avec la question qu'on est en train d'aborder, mais sinon, il n'y a pas de souci. Paul nous demande, est-ce que l'étude parle des tiers-lieux de travail ? Pas spécifiquement, mais c'est-à-dire que en fait la notion c'est une bonne question parce que la notion de télétravail c'est pas forcément la polarité entre bureau et la maison. Ouais, et effectivement il y a des entreprises qui vont apporter une réponse télétravail tiers-lieu. Type WeWork, hein. J'imagine que la question c'est je ne fais pas de publicité, mais des lieux de coworking. Oui, on voit se profiler des solutions autour de ça. Alors c'est peut-être pour des entités qui ont pas forcément énormément de personnes sur un sol et sur un territoire, mais ce sera une alternative. D'autres études qu'on a vues récemment essayer de comparer justement les lieux de travail, enfin de télétravail, et ces lieux de coworking sont pas encore très plébiscités. Mais, non, mais il va y avoir un changement probablement assez important là-dessus. Ça va peut-être faire partie des ajustements justement des entreprises. Et peut-être dans la même continuité, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a toujours une question de connectivité dans ces sujets. C'est la capacité en fait de pouvoir travailler de partout en fait, le télétravail. Au-delà du lieu physique. Quel que soit le lieu où est votre canapé. Votre ordinateur surtout, votre portable. Fanny, je prends encore les questions concernant la méthodologie. Est-ce qu'on a fait une différence entre les personnes qui pratiquaient le télétravail avant la pandémie et celles qui viennent de la découvrir ? Non, mais il y a en fait, on n'a pas zoomé là-dessus, mais c'est vrai qu'avant, on a fait avant, pendant et après les mesures, le zoom là qu'on avait sur les 78% qui plébiscitaient un modèle hybride, il y a donc avant, on avait de mémoire 71% des collaborateurs qui vous demandaient à être 100% en présentiel. Ouais. Après, on est en France à 9%. Hein, donc on est à 13%. Donc on passe de 71% complètement présentiel avant, 100% présentiel, à 13% qui veulent 100% de présentiel après. Donc c'est énorme le changement. Et donc vous avez la répercussion inverse sur ceux qui étaient complètement... Le virtuel n'a pas tellement bougé, 100% virtuel n'a pas tellement évolué avant-après. Et c'est surtout la préférence... les 71% qui étaient 100% présentiels vous disent qu'ils veulent de la flexibilité demain, en fait. Ok, merci Lucille pour cette question. Alors, on accélère parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Ouais. Est-ce qu'il y a une décomposition par tranche d'âge ? Par exemple, le télétravail à 30 ans est peut-être plébiscité, alors qu'à 50 ans, c'est peut-être moins dans les habitudes. On n'a pas cette... Pas nécessairement. Il n'y a pas nécessairement de on n'a pas fait ces distinctions-là. Mais il n'y a pas de distinction. C'est assez transverse, en fait, en termes de préférence. Et peut-être le dernier point sur lequel tu voulais insister, dernière tendance, un peu dans les facteurs d'attractivité, c'est ce que nous disent les candidats et les talents qui ont répondu, c'est qu'en fait, ils prêtent de plus en plus attention à justement la responsabilité sociale des entreprises et leur implication en termes de diversité et d'inclusion, puisque ce qu'on voit ici sur la page, c'est que
un talent sur 2 qui participe à l'enquête ne rejoindrait pas une entreprise qui n'a pas une proposition à faire en matière de RSE et en matière de diversité et d'inclusion. Hein. C'est à peu près 1 sur 2. Hein. Donc c'est assez fort en fait. Voilà. Très bien, j'ai avancé un peu trop vite. Alors voilà, pour les grands chiffres, les grandes tendances de cette étude, il y en a d'autres et on l'abordera un petit peu après. Alors j'ai envie de vous passer la parole à vous 4. On a vu donc les attentes, où est-ce qu'ils veulent travailler, quand est-ce qu'ils veulent travailler, enfin, sous quelle forme d'horaire. Donc on va commencer là-dessus. Moi j'ai envie de vous demander d'abord Yann Laperoni pour Natop. Chez vous, 90% des salariés ont demandé le télétravail, hein, c'est bien ça? Et vous me disiez 75% demandaient entre 1 à 2 jours maximum. C'est exactement ça. On avait fait Ouais. une enquête post-Covid et plus de 80% de nos collaborateurs demandaient à travailler 2 jours en télétravail, pas plus. Donc Donc ça on veut se dire retrouve quoi? un peu dans la moyenne française. Ça veut dire quoi finalement, Yann? Est-ce que ça veut dire que avoir des collègues c'est quand même vachement bien? Enfin, c'est voir ses collègues c'est vachement bien. C'est comme ça que vous le ressentez ou vous l'interprétez différemment? C'est exactement comme ça qu'on l'avait interprété, c'est que le lien social, voir ses collègues, finalement, c'est vachement bien. Ouais. Alors, ça c'est pour la coopérative. Frédéric, on va prendre un petit peu plus de temps avec vous, hein, parce que votre réflexion sur le sujet est quand même énorme. Finalement, j'ai envie de dire, vous aviez anticipé ces attentes, si je veux synthétiser un peu, avec votre projet Chrysalide. Oui, tout à fait. Alors, on a un projet effectivement qui est en cours de réalisation. Hein. Pour On 2022, refait ouais. notre siège social pour 2022. C'est un peu plus de 20 000 mètres carrés. Jusqu'à maintenant, au siège, nous étions 550 collaborateurs à peu près. On va passer à quasiment 1200 collaborateurs à la fin de ce projet. Et, Regroupés sur un même lieu, hein, c'est bien ça, parce qu'avant ils étaient disséminés un regroupés petit sur peu un même partout. lieu, absolument. Alors, Ok. regroupés sur un même lieu et avec une pratique du télétravail quand même qui était assez traditionnelle. Hein. On parlait de C'est-à-dire? travail avant, après. C'est-à-dire que il y avait sur 5000 collaborateurs de l'assurance, par exemple, je n'avais que 400 collaborateurs qui pratiquaient le télétravail et D'accord. qui pratiquaient sur une journée par semaine et toujours la même journée. Donc zéro flexibilité. Ouais, Donc donc bien évidemment que tout cela finalement a fait exploser ces modes de fonctionnement et d'ailleurs on a un nouvel accord de télétravail qui est en place et qui pourra s'activer dès qu'on sortira un peu de ce système de crise, mais qui laisse beaucoup d'agilité et de responsabilité au plus près du terrain. D'accord. Finalement on offre un paquet de jours par an aux collaborateurs. C'est à lui de l'utiliser en bonne entente avec son manager et d'aller jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. C'est très individuel finalement, le fait de télétravailler. Certains veulent une journée, d'autres 2 journées, Ouais, d'autres un peu Frédéric, plus. ouais. Oui. Frédéric, c'est digne des entreprises modernes. Je vous provoque. Non, je rigole. Voilà, parce que la MGEN, on peut avoir une vision assez stéréotypée de l'entreprise. C'est quand même une entreprise à l'ancienne, hein, jusqu'à présent, créée en 1946, la mutuelle des enseignants. On se dit, mais c'est une vraie entreprise. Et on en a un petit peu parlé, effectivement, ensemble avant. Vous êtes en plein révolution. Enfin, vous êtes en train de révolutionner les choses. Et moi, je me demandais, en fait, est-ce que, avec votre arrivée, parce que vous êtes arrivé il y a 2-3 ans, je crois, c'est ça ? 3 ans, oui. 3 ans, ouais. Est-ce que finalement, vous n'avez pas anticipé ce qu'on est en train de voir dans l'étude, c'est-à-dire que pour que les gens se sentent bien au travail, il faut leur proposer des conditions de travail modernes, c'est-à-dire plus d'horaires et plus de lieux de travail fixes. En fait, l'environnement de travail on a anticipé le fait que l'environnement de travail allait prendre beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui. Effectivement, il faut pouvoir proposer finalement à chaque individu, à chaque collaborateur, à chaque partenaire, parce qu'il n'y a pas que des salariés d'entreprise, il y a aussi des partenaires, des prestataires, etc. Et il faut offrir un environnement de travail qui permette à chacun de se réaliser. Alors c'est à la fois la difficulté, hein, mais ça c'est la difficulté du manager d'aujourd'hui et encore plus demain, c'est de faire finalement des contraintes et des atouts des individus et les mettre au service du collectif. Donc c'est ça l'enjeu. Et donc
Demain, notre siège social, par exemple, on y viendra essentiellement pour se voir, se rencontrer. On voit bien que le télétravail est plébiscité, que d'ailleurs que ce soit chez soi ou ailleurs, hein. Quand je parle moi de télétravail, on n'est pas seulement sur son lieu d'habitation principal, ça peut être un lieu secondaire, ça peut être n'importe où. Ouais, ce que vous ce qu'on disait tout à l'heure avec les tiers-lieux, ouais. Exactement. Et ça ne concerne pas l'entreprise. D'accord. Mais vous avez déjà anticipé la possibilité de travailler dans des tiers-lieux, comme le demandait un des internautes tout à l'heure? Tout à fait. On l'a expérimenté pendant la crise avec des collaborateurs qui sont allés travailler au sein d'agences dans les départements parce que c'était plus proche de chez eux. Ouais. On a également 5000 collaborateurs qui travaillent sur le sanitaire et social. Donc on a des collaborateurs qui sont allés travailler dans des centres de santé mentale, dans des centres médico-sociaux. On a vraiment comment alimenter le télétravail sur des tiers-lieux qui appartiennent pour l'instant à la MGEN ou des entités qui appartiennent au groupe Vive auquel nous appartenons, c'est-à-dire Harmonie Mutuelle, MNP, MGFI. La classe, ce qu'on se dit avec Fanny. Alors, petite question, est-ce qu'il y a une différence entre les... C'est Isabelle qui nous demande, est-ce qu'il y a une différence notable entre les hommes et les femmes sur l'attractivité du télétravail? Est-ce que vous sentez une différence? Non, enfin aujourd'hui non, pas du tout. Auparavant oui, je pense qu'il y avait essentiellement des femmes qui demandaient le télétravail pour des raisons familiales, essentiellement familiales. Tout cela a bien changé, bien évolué depuis déjà quelques années. Et là, très clairement, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes. Tout le monde plébiscite le télétravail. Alors pas le télétravail tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est un télétravail contraint, non choisi, mais par contre un télétravail qui sera choisi, qui sera flexible, avec un environnement quand on se retrouve, parce que finalement, quand demain on viendra travailler, on viendra pour se voir, pour travailler ensemble. Alors justement, Frédéric, nous avons Patrick qui vous demande, parce qu'en fait on a oublié de décrire à quoi allaient ressembler vos bureaux, enfin c'est pas pour en faire la pub, hein, c'est vraiment pour rester collé au thème. Le bureau va-t-il devenir un coffee corner géant? Patrick, et facétieux Patrick. Merci Patrick. Non, pas que, ça peut, mais non, en tout cas, nous, notre environnement travail demain, il sera à la fois composé d'espaces de coworking, de bureaux, pour ceux qui ne souhaitent pas télétravailler, de bureaux individuels dans un open space, mais qui seront attribués, donc certains auront un bureau attribué. À partir du moment où on fera du télétravail, on n'aura pas de bureau attribué. Par contre, on appartiendra bien à des communautés de travail, soit par des projets, soit des métiers d'appartenance, et donc des communautés de travail, oui, absolument. Ouais. Et ça, on sera vraiment organisé comme ça. D'accord, c'est une culture qui va sur l'usage du lieu, en fait, c'est ça que vous dites, c'est-à-dire la consommation en fait que je fais du lieu va être l'unité de regroupement. Quoi. Et on aura quasiment on aura plus de 40%. Non, on vous a pas perdu. Vous êtes toujours là. Ouais. On aura 40% de nos espaces, plus de 40% de nos espaces qui seront consacrés à des travaux en commun, à faire du brainstorming, de l'agile, de la co-construction, etc. D'accord. Donc la démonstration, on verra, en tous les cas en 2022 on en reparlera, mais est-ce qu'un projet immobilier, ça peut aussi permettre à une entreprise de devenir encore mieux pour les salariés. Emmanuel, j'ai envie de vous faire réagir. Emmanuel Germani, vous m'entendez? J'ai envie de vous faire réagir à cela. Bon, là, on a la démonstration qu'avec des moyens, on peut faire des choses très très bien, mais vous représentez une PME, et puis il y a beaucoup de PME aussi dans la NDRH Provence. On en est à ces stades de réflexion sur où travailler, quand travailler. Vous avez l'impression qu'on est dans cette maturité par rapport aux attentes des salariés, des candidats? Ah bah oui, absolument. Alors après, c'est sûr que les moyens que les entreprises peuvent mettre en place peuvent être différents, mais la réflexion de base, elle est là nécessairement. Les salariés, où qu'ils soient, et ont ces attentes telles qu'elles ont été très bien décrites dans l'étude. Donc les PME se doivent de toute façon de réfléchir. Alors, et puis quand on dit PME, c'est très large, hein, évidemment. Vous avez la PME de 50 personnes et vous avez la PME qui peut aller jusqu'à 800 ou 900 personnes. On reste quand même alors là, on est plutôt sur une ETI, on va dire.
Voilà. Mhm. Mais effectivement, en tout cas, c'est vrai que cette notion des attentes et de la manière dont s'organise le travail, hein, donc ces nouvelles organisations du travail, pour moi, alors une étude forcément moyennise, hein, ce qu'on entend, mais forcément vous allez avoir des choses différentes en fonction de l'entreprise, donc de la typologie d'entreprise dans laquelle vous êtes, le secteur d'entreprise dans lequel vous êtes, quand vous êtes dans du commerce, quand vous êtes dans de l'industrie. Enfin, là, c'est la présidente de la NDRH Provence qui vous parle. J'ai des entreprises qui sont dans des secteurs différents, et on voit bien que les attentes sont pas exactement les mêmes, les réflexions sont pas exactement les mêmes. Il y a des secteurs où la problématique du DRH c'est de dire comment je fais pour faire revenir les gens au travail, et d'autres entreprises qui disent moi ils sont tout contents de revenir au travail, au contraire, parce que voilà ils vont retrouver un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas à domicile. Donc je pense qu'il y a quand même aussi une modularité en fonction de cette typologie d'entreprise, de ces secteurs, et je rajouterais aussi, c'est important, de la culture d'entreprise, de son ADN aussi. Qu'est-ce que vous appelez, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez culture d'entreprise dans ce contexte-là? Ça dépend de la culture de l'entreprise, c'est-à-dire concrètement. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une culture... Alors, je vais prendre ma propre entreprise. Oui, là, oui, pour chez Caporal. Donc, chez Caporal, effectivement, on a un siège avec 130 personnes. Quelque part, c'est une famille, finalement. Et vous voyez, moi, j'ai pas le problème de dire je vais devoir faire revenir tout le monde au siège. Alors, oui, un petit peu. Il va falloir se remettre. Hein, c'est comme tout changement. Ça a été difficile d'être à distance. Ça va être difficile aussi de revenir. Ils veulent tous revenir, mais alors pas tous, pas tous tout le temps. Mais en tout cas, j'ai quand même un mouvement plutôt assez important de retour dans l'entreprise pour y retrouver une entreprise créative, hein, puisqu'on crée des vêtements. Donc, on a des stylistes, par exemple, on a des modélistes, on a des gens dont l'essence du travail est dans la collaboration et dans la création. Et je peux vous dire que ces gens-là souffrent d'être à distance. Alors après, il y a aussi les conditions personnelles hein, qui sont quand même aussi importantes. C'est vrai, il faut en parler aussi. Mais oui, quand on dit on est super bien en télétravail, alors là on est en train de parler effectivement du télétravail à la maison et du bureau. Effectivement, il y a bien d'autres formes et je l'évoquerai un peu tout à l'heure aussi. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans un appartement avec 3 enfants en bas âge, qui viennent régulièrement vous tirer par la manche, ou que vous devez faire les devoirs à la maison, avec ces fameux pronotes, hein, je pense que, voilà, c'est alors pas tellement mon vécu, mais mon vécu autour de moi, de salariés, voilà, qui ont été même en souffrance. Je peux vous dire que le retour au travail est vécu comme un soulagement. Bien sûr. C'est une catégorie. On peut dire que c'est une catégorie privilégiée de salariés qui s'expriment. Je vous prie de m'excuser si je vous coupe. Effectivement, le webinaire, enfin la formule à distance est beaucoup moins souple que dans la conversation française classique, où on peut se couper la parole. C'est tellement bien. Pardon. On a une question vachement intéressante de Gonzague qui nous dit « Certaines entreprises modernes dans leur mode de management partent en sens inverse ». Et il cite par exemple Google, il a raison. « Les temps des bureaux fermés des open space ne seraient-ils pas dépassés ?» Quand il dit en sens inverse, c'est-à-dire, en fait, elles sont en train de faire revenir un maximum de gens au bureau. Enfin, il y a eu des articles sur le sujet. Alors, est-ce que le temps, comme il dit, des espaces de travail fermés et des open space n'est pas dépassé? Moi, je veux juste interjecter là-dessus parce que c'est un peu dans le sens de Frédéric. Je pense qu'en fait, ce qu'on voit pour ceux qui ont l'opportunité de retravailler sur leur bureau, c'est déjà le bureau, avant on y allait, on ne se posait pas la question de pourquoi on y allait en fait. Enfin, on était quelque part obligé d'y aller. C'était un point de passage obligé. Donc après, il y a eu des solutions un peu univoques, etc. Aujourd'hui, on est sur l'usage. Donc c'est pourquoi est-ce qu'on vient au bureau, quel collectif va travailler où, va interagir comment, et c'est autour de ça en fait qu'on organise les espaces de travail. Et moi je voulais peut-être poser une question à Brigitte, parce que finalement dans un groupe comme Sodexo, il y a deux aspects. Il y a le vécu des salariés en interne, dans un groupe international avec, tu me corrigeras, plus de 400 000 salariés dans le monde. On a probablement toutes les situations possibles et inimaginables qui ont été décrites.
Et puis, donc ça, c'est comment ça se passe un petit peu, peut-être si tu as déjà un petit peu de partage d'expérience là-dessus. Puis vous avez des populations qui sont très présentielles, hein, donc par votre nature d'activité. Et puis vous avez aussi des populations sièges, etc. Donc ça fait partie des entreprises qui ont dû gérer un peu de complexité là. Brigitte de Belfond. Et projective, Brigitte. Oui, alors effectivement, Sodexo, en fait, de point de vue de l'entreprise, on a une transformation qui a été générée par la crise de deux manières. En interne, hein, effectivement, nous avons plus de 400 000 salariés dans le monde entier. Certains, et la majorité d'entre eux d'ailleurs, travaillent sur site. Ils ne peuvent pas télétravailler, ils sont au service de nos clients sur leur site. Et d'autres sont, eux, poussés évidemment dans le télétravail. Donc on a pu voir ces deux volets. Télétravail plus ou moins forcé, devoir aller sur site pour servir nos clients, mais aussi on a la dimension prestation de service, puisqu'on voit ce que nos clients nous demandent à nous dans l'accompagnement de leurs équipes. Ce qu'on a pu voir, et ça résonne beaucoup avec ce que vous avez mentionné, c'est que aujourd'hui la majorité de nos clients nous disent que dans la transformation actuelle, le bureau, c'est également en train de devenir le lieu pour nourrir la culture de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut s'assurer que ça devient de partage et de convivialité. Ça va s'exprimer de manière très différente. Et quand on le voit, nous, en interne, dans nos équipes, en fonction des pays, en fonction des cultures locales, il va y avoir des demandes particulières. Donc, si je peux prendre un exemple, on va avoir certaines équipes qui vont demander... Alors, la base, c'est s'assurer que quand ils vont au travail, ils ont une espèce de sécurité sanitaire. Enfin voilà, on assure que le lieu de travail est un endroit convivial, confraternel. Convivial, mais aussi sûr. C'est-à-dire où on ne va pas s'exposer au virus, à de la contamination. Donc ça, c'est la base. Et après, ils vont demander aux entreprises, et nous, chez Sodexo, on le vit dans pas mal de dimensions en interne, accompagner cette flexibilité qui est demandée, qui est exprimée déjà beaucoup. Donc, travailler chez soi, travailler au bureau, c'est très bien. Au bureau, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, restaurant d'entreprise, on avait parfois de la conciliation. Mais maintenant qu'on passe énormément de temps chez soi, de quelle manière est-ce qu'on bénéficie de ce même accompagnement ? Donc, en fait, il y a une transformation forte de ce que signifie la dimension qualité de vie au travail, au sens très large. Il va falloir que les entreprises, et nous le faisons, puissent s'adapter pour que le même service qu'on offrait avant sur site à nos salariés dans les bureaux puisse être délivré chez eux. Donc c'est pour nous, en interne, c'est la restauration d'entreprise, pouvoir à la fois recevoir ses déjeuners chez soi, par exemple, si on décide de travailler chez soi, au bureau, que ce soit sortir c'est bénéficier d'une aide à domicile, éventuellement, ce fameux service de conciergerie qui soit également disponible dans son domicile ou là où on télétravaille, etc. Et on va aussi recevoir ses collègues alors pour déjeuner chez soi ? On va aussi faire... Alors, donc c'est pour rebondir sur ce que dit Patrick. Patrick nous dit comment éviter que notre bureau à la maison devienne à moyen terme un bureau où nous allons devoir accueillir des collègues. Patrick, vous n'aimez pas vos collègues, vous, hein ? Dites-le nous. Hein, je sens bien que nous allons devoir accueillir nos collègues. Bon, attendez, c'est un plaisir. Pardon. Quelque part, on les accueille déjà un petit peu, puisqu'on reçoit chez nous. Là, regardez, on est tous, enfin pour certains, on est chez nous. Virtuellement, c'est pas tout à fait la même chose que pour de vrai. Enfin, si on doit organiser des déjeuners d'entreprise, imaginons que les entreprises demandent à Sodexo de livrer des repas à domicile chez un manager, par exemple, qui va recevoir ses collaborateurs. C'est possible, ça ? Ça peut arriver ? C'est un changement de business model pour vous, quand même. Alors, la transformation d'activité, elle est en cours. Effectivement, aujourd'hui, on livre n'importe où et de plusieurs manières. Ça peut être avec les cartes, les Sogépass, qu'on appelle Sogépass, donc qui est la carte magnétique avec laquelle on peut commander partout dans les restaurants autour. Ça peut être de la livraison de plats tout prêts, ça peut être des commandes de plats pour le soir d'ailleurs, si on n'a pas le temps de faire la cuisine chez soi, parce que justement on est sur des horaires, des plages d'horaires qu'on a définies qui sont un petit peu décalées. Donc la transformation d'activité, elle a déjà eu lieu. Je pense qu'en fait,
Ce qu'on voit, c'est vraiment ce modèle hybride flexible bouleverse complètement notre manière de voir l'entreprise et l'organisation telle qu'elle était précédemment. Et donc, il faut qu'on puisse accompagner ça. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire nos réunions de bureau chez soi? Je suis pas sûre. Point Mais d'interrogation. Fanny, tu voulais réagir? J'ai quand même une petite question, merci Brigitte, mais j'aimerais bien en fait, je ne sais pas si on peut faire un mini tour de table là-dessus, parce que je voudrais être un petit peu agent provocateur là-dessus. J'ai entendu Patrick dire, finalement c'est à la carte et on consomme dans un cadre qui est quand même assez flexible. Brigitte, tu nous décris des propositions de services qui vont un peu dans le sens de cette flexibilité par personne. Comment chacun de vous quatre, en fait, vous voyez la ligne entre le package personnel, complètement personnalisé, ouais, complètement, versus un cadre collectif quand même? Parce qu'il faut qu'on travaille ensemble tous, à un moment donné, et puis voilà. Commence par Emmanuel. Emmanuel, vous voulez peut-être, répondre? Nelly Germani. Oui, pour moi c'est très clair. Quand on parle d'ailleurs d'équilibre de vie pro-perso, on parle d'équilibre. Et pour moi, chaque entreprise va devoir faire ce travail de l'équilibre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, il faut bien sûr trouver de la flexibilité, mais il faut aussi trouver de la place du collectif d'entreprise. Et ça, c'est fondamental. Et on l'a vu dans l'étude aujourd'hui, ce que recherchent les gens, c'est aussi l'intérêt du poste, mais derrière l'intérêt du poste, c'est aussi qu'est-ce que je fais, comment je contribue. Et en fait, ça, on va le trouver avec le collectif. Si je suis finalement un mercenaire qui est à ma maison, derrière mon petit ordinateur, je fais ma petite tâche en silo, éventuellement avec quelques connexions virtuelles, comment je fais pour me rapprocher au projet commun? Ce n'est pour moi ni de l'intérêt de l'entreprise, évidemment, ni de l'intérêt du collaborateur qui va, et on voit bien qu'en France, en plus moi j'ai relevé dans l'étude, c'était très intéressant, le poids en France de l'intérêt du poste versus la stat au niveau global. En France, on est très attaché à ce qu'on fait. Ce qu'on fait dans son travail, c'est aussi ce qu'on est. Il y a vraiment cette dimension-là qui est quasi, j'allais dire passionnelle, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, on sent que le travail, c'est quelque chose dans les tripes, là où peut-être dans des cultures autres, par exemple anglo-saxonne, on va avoir quelque chose de plus contractuel, de plus donnant-donnant. En France, son travail, c'est aussi ce qu'on est. Et ça se construit avec le collectif. Et donc, il faut trouver cet espace de collectif. Et le lieu de travail des contribués, et quand on va revenir au bureau, c'est justement l'entreprise va devoir se saisir de tout ce qui est à sa disposition pour construire ce collectif. Et donc, dans le cadre, on l'a dit précédemment, les échanges, la convivialité, mais aussi tout ce qui est cet informel qu'on ne retrouve pas quand on est à distance, tout ce qui s'échange et tout ce qui contribue et tout ce qui donne aussi le sens de ce qu'on fait. Et derrière tout ça, il y a un mot qui est important, c'est la fierté du collaborateur qui voit qu'il est part dans tout. Et ça, c'est important pour moi. La fierté, le maillot, quoi. Alors Yann, justement, est-ce que vous voulez réagir à la question, répondre à la question de Fanny aussi? Elle est où la ligne entre personnalisé et collective? Nous, on a beaucoup réfléchi à l'organisation du travail avec ce nouveau paramètre du télétravail. Et il est clair qu'il y a deux typologies de travail, d'activités. Il y a des activités individuelles, très individuelles, où on est derrière son PC et on peut produire seul, et donc des activités qui sont plus facilement télétravaillables, et puis des activités collectives qui se font comme son nom l'indique, en collaboration avec au boulot, voilà. Et donc sur les jours on a défini des jours de télétravail fixes. C'est le mardi et le jeudi chez nous, tous les collaborateurs peuvent être en télétravail, et des jours de présentiel fixes où finalement on n'aura pas à se poser la question de qui est en travail, qui n'est pas en télétravail, comment j'organise mon équipe, comment j'organise mes réunions. C'est mardi et jeudi, c'est ça Yann? Exactement, donc j'ai de la flexibilité. Quand je suis en télétravail, j'organise mon temps de travail comme je le veux, et quand je suis au travail, quand je suis au bureau, lapsus non révélateur, lorsque je suis au bureau, je suis là avant tout pour collaborer, et donc on a considéré qu'on optimisait la collaboration si tout le monde était là, ou en tout cas si on était assuré qu'un maximum de collaborateurs étaient présents. Donc
je ne sais pas si ça s'appelle de la rigidité ou si on répond à la demande de flexibilité, mais voilà, on considère que sur les horaires de télétravail, sur les jours de télétravail, les collaborateurs s'organisent comme ils le veulent parce que c'est plutôt des activités individuelles et effectivement, ils peuvent aller faire leur sport le matin et puis à 13h, s'ils veulent s'y remettre, il n'y a pas de souci. Pour autant, lorsqu'on est sur des activités collectives, on se donne la chance. Nous avons considéré que voilà, si tout le monde était au boulot, dans l'entreprise, on avait d'autant plus de chances d'optimiser la collaboration. Avec des réflexions, comme mes collègues, sur l'aménagement d'espaces collectifs au sein des locaux, parce que on a aussi appréhendé le fait qu'il fallait améliorer la convivialité de tous ces espaces collectifs où la collaboration sera amplifiée par rapport aux gens. D'accord. Et ça, Yann, c'est descendant ou vous l'avez décidé ensemble, vous l'avez décidé dans des instances de discussion, vous les avez décidés comment, ça? C'est des réflexions qu'on a eues au travers de la négociation de notre accord de télétravail et c'est des sujets sur lesquels finalement nos collaborateurs enfin en tout cas mes partenaires sociaux étaient plutôt en accord. Et d'ailleurs, on l'a ressenti sur une période où on était encore un peu en télétravail et présentiel, où finalement la mixité de réunions, de visio avec du présentiel, de la visio, ça complique un peu les choses. Et voilà. Tout le monde est d'accord chez nous, en tous les cas, sur le fait que lorsqu'on fait une réunion en visio, bah, c'est quand même plus sympa si tout le monde est en visio et inversement, lorsque celle-ci est en présentiel, c'est quand même plus sympa si celle-ci est complètement en présentiel. Ouais, je suis aussi de ce maillot-là. Paul, vous avez posé une question tout à l'heure, je prends tout de suite votre question après, mais je voudrais juste qu'on termine le tour de table. Oui, en fait, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Je pense que une dimension aussi propre à Sodexo, c'est le côté très international. On est habitué en fait depuis longtemps à travailler avec des équipes internationales, des managers qui ont des équipes avec une diversité de nationalités, de lieux de travail fortes. Ce qu'on a découvert, ce qu'on voudrait maintenant mettre davantage en avant, c'est l'importance du manager. C'est-à-dire que cette limite, cette ligne qu'il faut tracer, ou qu'il faut en tout cas essayer d'identifier, elle repose beaucoup sur la capacité des managers à écouter leurs équipes. Et à savoir, est-ce qu'ils ont besoin d'un peu plus de présentiel, de temps commun, ou est-ce qu'effectivement l'individualité, jusqu'à une certaine mesure, suffit? Et comment vous répondez à ça, Brigitte? Comment vous répondez justement? Est-ce que vous avez l'impression, c'est une question de Paul, que les talents ont besoin de plus d'espace de discussion avec les managers, ça peut être un ressenti, et donc ça a l'air d'être le cas chez vous. Et qu'est-ce que vous leur proposez pour ça? Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Il y a plusieurs dimensions. Il y a une prise de parole régulière des managers avec leurs équipes. Donc, surtout dans cette période de crise, on a renforcé beaucoup les rencontres, que ça passe par des calls, des webinaires. Il y a des rituels, des chats. Oui, il y a des nouveaux rituels. C'est ça, des rencontres, des espaces de discussion et très ouverts de questions-réponses avec des dirigeants, où ça peut descendre aussi assez bas, plus bas dans l'organisation. Donc il y a des rituels qui se mettent en place. Et puis en fait, on s'est aperçu aussi que certains de nos managers étaient très forts sur en écoute, en capacité d'écoute, c'est ça. Et du coup, en fait, on s'appuie aussi sur eux, sur ceux qui ont cette compétence, pour à la fois les mettre en avant et susciter ces espèces de discussions, et aussi développer des techniques de formation de nos managers sur cette capacité d'écoute. Ce sera un de nos derniers points abordés parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes, justement, la formation des managers. J'aimerais avoir la réaction aussi de chacun des participants, enfin plutôt le vécu et les mises en pratique des participants. Comment est-ce qu'on forme les managers à l'hybridation? Mot qui résume un peu tout, mais cette hybridation qui nous arrive, qui déboule à vitesse grand V, les managers, on leur donne... Mais alors, dans certaines entreprises, en gros, ils sont responsables de tout. C'est-à-dire qu'ils sont responsables de gérer à la fois ceux qui sont en présentiel et en distanciel, et surtout de ne pas oublier les distanciels. Ils sont responsables de insuffler un esprit plus à l'écoute, plus empathique, plus sympathique, plus que tout ce que vous voulez. Voilà. Mais alors,
est-ce que vous, les RH, parce que bon, enfin, je mets Brigitte dedans aussi, est-ce que vous n'avez pas aussi un rôle à jouer dans cette acculturation du manager, dans cet accompagnement du manager? Emmanuel, est-ce qu'il y a des solutions chez vous? Est-ce que vous en avez? Vous dites qu'il faut conscientiser les problèmes, alors? Oui. Alors nous, on l'a mis en place de manière très factuelle. C'est vrai aussi, je rappelle toujours, hein, on a un siège de 130 personnes, mais on a mis en place ce qu'on a appelé les live RH, notamment alors pour les collaborateurs. Donc là, ça a été un impact direct crise Covid, où on sentait qu'à un moment donné, on avait besoin, surtout sur les premières périodes, ils avaient besoin d'être rassurés, de parler, d'être dans l'échange. Hein, et ce moment d'accueillir la parole, on l'a mis avec l'équipe RH, moi-même hein, directement. Donc en fait, c'est les managers qui pouvaient parler en direct avec leurs on l'a fait avec les collaborateurs et on l'a dupliqué effectivement sur les managers et on leur a proposé des temps d'échange avec la RH pour savoir comment je fais. Alors évidemment, on a mis en place des outils avec ce que je pense tout le monde a plus ou moins fait, des guides avec les bonnes pratiques, etc. Mais on a mis aussi ces temps où finalement ils ont dit, moi concrètement, je suis confrontée à ça, je fais comment? Et là, la parole RH, on est là vraiment en support pour accompagner ça. Donc ça, j'allais dire, c'est à chaud, hein, ce sont les choses qu'on a mises à chaud. Et là, on est en train de réfléchir à mettre en place un nouveau programme de formation managériale qui, je l'espère, pourra être mis en place d'ici la fin de l'année, qui, à mon avis, est obligatoire parce que le manager était déjà un élément extrêmement important, surtout le manager de proximité. La crise l'a révélé encore plus. Et là, il faut les outiller beaucoup plus parce qu'il y a une pression sur ce niveau de collaborateur qui est, de mon point de vue, énorme. Et si on veut engager, on l'a vu hein, là aussi dans l'étude, qu'est-ce qui est important? C'est la bonne ambiance dans l'équipe et la bonne ambiance avec son supérieur, avec son manager. Donc, si on n'outille pas le manager et qu'il passe à côté d'un certain nombre de choses juste parce qu'il sait pas faire, parce qu'il n'a pas compris. Alors, certains ont les bons réflexes un peu spontanément, tant mieux. Mais on ne peut pas partir de ce principe-là. Ouais, c'est ça, et ce que Brigitte disait est très intéressant. Développer les intelligences multiples, comme font certaines entreprises, c'est-à-dire essayer de faire conscientiser aussi aux managers le fait qu'il y a des façons de fonctionner différemment. Ça ne va pas devenir encore plus urgent aujourd'hui. On demande justement aux managers d'être couteau suisse, quoi. Pardon, Emmanuel, je vous coupe. Oh, pardon, je vous tutoie. Je vous coupe parce que je voudrais repasser la parole à Frédéric. Il nous reste vraiment 5 minutes et je suis vraiment navrée de ces interruptions. Frédéric, vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que on vous entend mieux? Ah, vous avez changé de décor. Les questions qu'on avait abordées, donc c'était pour répondre à Fanny tout à l'heure. Hein, on se demandait finalement entre vous allez ultra individualiser le package de chaque salarié, mais comment vous faites pour que l'intérêt général finalement soit également respecté, quoi? Parce que si vous avez des salariés qui veulent plus retourner au bureau, vous me dites rien? Alors, c'est deux choses différentes. Le retour au bureau, c'est lié au contrat de travail. Donc, moi, je reviens assez souvent en fait avec les collaborateurs. D'ailleurs, c'est plutôt issu du monde un peu anglo-saxon, hein, mais on est lié à un contrat de travail pour faire un certain nombre de choses. Et dans les activités des collaborateurs, il y a des activités qui ne peuvent se faire que difficilement à distance. Alors, on le fait tant bien que mal, de manière liée à la crise et avec des consignes gouvernementales qu'on essaye d'appliquer au mieux. Mais dès que ces consignes nous permettent de desserrer un peu la vis, il faut revenir. Donc, on a très bien su le faire en 2020, donc je ne suis pas très inquiet sur la fin du printemps et le début de l'été. Sur l'articulation entre les deux. Je vous ai à nouveau perdu, Frédéric. Dessus, mais globalement, on reviendra à entre 1. On vous a à nouveau perdu. Je suis vraiment. Vous m'avez perdu. J'entendais un mot sur deux. Donc, je suis vraiment navrée pour la qualité de cette liaison. Une dernière question, parce qu'il nous reste vraiment à peine 3 minutes. Anna nous demande, alors Anna, franchement, c'est pas un cadeau votre question, mais elle est jolie. Comment, parce qu'elle est très très large, comment concrètement faire vivre la culture et les valeurs de l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs et vis-à-vis des clients externes? C'est une question, comment vous dire, vraiment un peu complexe. Ouais, c'est complexe. Enfin, on va pas pouvoir y répondre en 2 minutes, mais il y a peut-être des éléments à donner. Yann, quand même, ça tombe sur vous.
Comment, tombe sur moi. comment faire vivre la culture et les valeurs de Euh, l'entreprise? Le management est un vecteur de culture important. Ouais, Nous, on s'est aperçu, enfin, d'autant plus en cette période, on s'est aperçu que le manager finalement était assez seul, ou se retrouvait assez seul face à ouais. cette problématique, même s'il peut toujours en référer à sa hiérarchie et ses propres managers. Donc, on a créé des communautés, on a une communauté de managers, puisque chez Notop, quel que soit le niveau de manager, on est avant tout un manager. Et on travaille par des ateliers de co-développement où les managers peuvent apprendre par le partage d'expérience. Ils sont pas seuls, ils peuvent parler de leurs problèmes et de leurs problématiques Ah oui, à leurs camarades et à leurs collègues de management. Voilà, donc c'est la via ce culture du co-développement, pair. ben, finalement, exactement, on crée des ateliers avec une mixité de managers entre certaines de nos entités, parce qu'on est avant tout une fédération de PME. Et par ce biais, on crée des pratiques communes de management et on véhicule de la culture d'entreprise. Et puis on forme nos managers par l'expérience des uns et des autres. Il n'y a pas que ça, on peut aussi leur donner des outils, bien sûr, mais on les forme aussi par ces ateliers de co-développement Ouais. où finalement c'est eux-mêmes qui se forment et qui s'entraident dans leurs difficultés du quotidien. Ça, c'est super intéressant. Fanny, tu voulais réagir une dernière minute? Juste synthèse, c'est un peu ce que décrivait Brigitte. C'est important de les remettre au cœur du dispositif, que eux définissent comment ils veulent être formés. Et tu voulais qu'on cite une statistique. On a une grosse dizaine de pourcents des participants qui nous disent qu'ils veulent être managers. 12%. Et c'est très constant dans le temps, hein, toutes les études qu'on fait. Donc il faut les bichonner, il faut les soigner et se dire que dans Les cette aider. crise qui a accéléré beaucoup de choses, là on a l'opportunité de vraiment en profondeur transformer cette fonction managériale et la mettre au cœur du dispositif Oui. avec les bons paramètres, hein, Comment avec dire, eux ça à la devient urgent. manette pour Ça vous devient dire urgent. comment il faut que ça Ouais. marche. Ça, en fait. ça demanderait une émission entière. Ouais. Il me reste à vous remercier infiniment. D'abord tous les quatre d'avoir bien voulu faire ce partage d'expérience. On comprend mieux en fait comment vous avez entendu ces attentes qui ont été exprimées par les talents que nous avons sondés. Et je vous en remercie vraiment infiniment. Toutes mes excuses, nos excuses, Frédéric, parce que vous n'avez pas pu avoir le temps de parole qu'on aurait voulu. Mais allez, il y aura une prochaine fois. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout et d'avoir participé avec autant de questions. J'ai pas pu toutes les prendre. Et je vous donne rendez-vous d'ici un mois ou deux d'ailleurs pour un troisième volet de notre étude Boston Consulting Group cadre emploi, Figaro recruteur. Portez-vous bien.